Hongrie, quand la démocratie vacille, c'était donc le titre de ce documentaire réalisé par Connie Field, où elle a suivi pendant plusieurs années, vous venez de le voir, l'évolution politique du pays à travers le regard de trois opposantes au pouvoir mis en place depuis maintenant 15 ans par le nationaliste et ultra-conservateur Viktor Orban. Ce dernier a notamment remis en cause l'état de droit dans son pays en s'affranchissant ainsi des valeurs requises pour adhérer pleinement à l'Union européenne. Nous allons y revenir maintenant avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc. Mathieu Boidron est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant, docteur en histoire contemporaine à l'Université de Nantes et rédacteur en chef adjoint du Courrier d'Europe centrale. Frédéric Petit est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes depuis 2017 député Les Démocrates, représentant les Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Et pour un peu avoir suivi vos travaux depuis 2017, vous êtes non seulement un député de bureau, mais surtout un député de terrain. On est très heureux de vous recevoir à l'occasion de cette émission sur ce plateau en compagnie de Magali Lafourcade. Bienvenue à vous. Vous êtes magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous enseignez par ailleurs à l'IEP de Paris ainsi qu'à l'Université Paris II Panthéon-Sorbonne. Votre dernier livre, il s'intitule « Démasculiniser la justice » et il est disponible aux éditions Les Petit Matin. On va voir tout de suite une carte de l'Europe centrale pour situer évidemment la Hongrie. Vous la voyez, la Hongrie qui compte aujourd'hui quelques 9,6 millions d'habitants. La Hongrie est membre de l'OTAN depuis 1999, membre de l'Union européenne depuis mai 2004. La capitale, bien sûr, Budapest. La Hongrie ne fait pas partie aujourd'hui encore de la zone euro. Je commence avec vous après ce film de Corinne Field, qui est américaine, qui a tourné ce reportage. D'abord, il faut peut-être en dire un peu plus sur qui est Viktor Orban. Ce n'est pas n'importe qui dans le spectre politique hongrois depuis ces dernières années. Il a été député à 27 ans. Et il avait appelé à des élections libres, d'ailleurs, avant même la chute du rideau de fer en Hongrie en 1989. Il a été Premier ministre à 35 ans. Une première fois, c'est entre 1998 et 2002, chef du Fidesz, son parti bien entendu. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de se poser, c'est comment ce libéral de centre-droit de la fin des années 90 est devenu la figure de proue de la droite radicale européenne aujourd'hui. Comment s'est fait cette évolution ? Bien, j'ai envie de dire qu'effectivement... On ne la comprend pas bien dans ce film. Orban a cette image d'être un homme, une figure de proue libérale qui se serait transformée en figure conservatrice. Je pense que l'évolution du personnage elle est plus complexe que cela. C'est-à-dire qu'effectivement, il a, avec quelques amis, fondé le Fidesz à la fin des années 80. Il a ensuite transformé ce mouvement de jeunesse en parti politique. Il est devenu un acteur de la vie publique de son pays avec d'autres. Mais très tôt, en fait, dans la chronologie, Orban, qui prend la tête du Fidesz en 93, réoriente le parti sur sa droite. Ça commence dès le milieu des années 90. Et lors déjà de ce premier passage au pouvoir que vous évoquiez à juste titre, il y avait déjà quelques prémices de cette politique qu'il a complètement mise en œuvre après 2010, en raison d'un retour dans l'opposition en 2002, très complexe, très difficile, et à l'issue duquel... Parce qu'il a aussi eu une traversée du désert, Viktor Orban, dans son pays. Complètement, et cette traversée du désert, elle a été pour lui une forme de traumatisme. Il l'a très mal vécu, il a considéré que l'élection de 2002 lui avait été volée, et lorsqu'il est revenu aux affaires en 2010, eh bien, c'était pour ne plus lâcher son siège de Premier ministre. Alors l'actualité aujourd'hui en Hongrie, c'est comment éviter la poutinisation. C'est un terme beaucoup utilisé aujourd'hui dans la presse hongroise notamment, mais pas seulement. Lutter contre la poutinisation du pouvoir en référence avec cette attaque vis-à-vis des droits. Et démocratique en Hongrie. Et pourquoi aujourd'hui autant d'effervescence au moment où nous réalisons cette émission ? Parce qu'il y a une nouvelle législation qui est en voie d'être votée au Parlement hongrois sur la transparence dans la sphère publique. Et elle prévoit d'armer le Bureau de protection de la souveraineté. C'est une agence d'État qui a été mise en place sur place il y a un an et lui demande à cet organisme d'établir une liste noire des individus, entreprises, médias, associations et organisations
organisations non gouvernementales qui reçoivent des fonds de l'étranger et dont les activités sont considérées comme des menaces pour le pays provenant de l'étranger. Ça fait farouchement penser à une loi qu'a fait passer Vladimir Poutine en 2012 dans son pays. Oui, oui. Même pratique aujourd'hui que du côté de Vladimir Poutine pour Viktor Orban. Qu'en Géorgie, on en parle dans d'autres pays. Oui, alors le terme poutinisation, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que ça vient de très loin. Je crois qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Je crois qu'il y a une volonté, effectivement, d'asseoir le pouvoir. Vous l'avez bien dit. Et il faut rappeler que quand on parle de droite et de gauche dans ces pays-là, dans les années 90, la gauche, c'est les communistes, qui en 95 viennent de regagner les élections en Pologne, qui en Roumanie sont en train de revenir. Donc c'est quelque chose qui est farouchement anti-soviétique, et c'est d'ailleurs aujourd'hui un des problèmes d'Orban, parce que je crois que sa société n'admettra pas et aura de plus en plus de mal à admettre son côté favorable à Poutine. Ce qui se passe dans cette loi, et ce qui, moi, me gêne beaucoup dans ce que fait Orban aujourd'hui et sur le terrain, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la coupe en règle, c'est-à-dire je reprends le pouvoir parce que je ne peux pas faire confiance à mes citoyens. Et ça, c'est en ça que c'est antidémocratique. Et c'est pour ça qu'on s'attaque au corps intermédiaire. On oublie souvent en France que la démocratie, c'est pas qu'une élection. La démocratie, je dis souvent moi que ça commence le lendemain de l'élection, la citoyenneté. La démocratie fait des nations de citoyens et pas des nations ethniques. Et il y a une question dont peu de gens sont au courant, mais qui traverse la société hongroise, c'est la Hongrie d'avant Trianon, c'est la Hongrie des Balkans, la Hongrie qui gérait les Balkans avec 45 nationalités, des crises migratoires tous les ans, et donc qui a très très mal vécu et qui encore aujourd'hui vit très mal le fait qu'il y ait un parti hongrois qui soit des citoyens slovaques, mais qui soient des Hongrois, même chose en Roumanie. L'avant-dernière campagne maintenant de Orban commence par un meeting avec 1000 Hongrois votants, 1000 citoyens hongrois, en Voïvodine, en Serbie, pour marquer le fait que on parle d'une nation qui est un peu comme Poutine quand il dit qu'il est la troisième Rome. On est quelque chose de plus que ce qu'on nous a donné dans nos frontières, qu'on nous dit maintenant, etc. Et c'est une remise en cause de ça, et qui effectivement était chez lui bien avant. C'était ce qu'il considérait qu'avaient nié les communistes, et donc c'est à ça qu'il s'attaque dès le début. C'est pour ça qu'il vit très mal 2002, et c'est pour ça que quand il revient en 2010, il dit maintenant, je ne m'y ferai plus prendre, donc journalisme, tous les corps intermédiaires sont passés en revue. Je vous rappelle que c'est Orban qui décide qui a le droit de faire quelle thèse sur quoi. C'est maintenant l'État, c'est plus les pairs, c'est plus les scientifiques qui décident de la science, de l'avancée de la science. Donc voilà, je crois qu'il y a une poutinisation, pas uniquement à cause de cette dernière loi, mais en général, et depuis le début, est très systématique et très intelligente, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Alors, ce que nous raconte ce film, c'est le fait qu'il ait détricoté le fameux état de droit en Hongrie. Alors, ça passe par plusieurs étapes. La modification de la Constitution, un grand classique, on a envie de dire, la réforme de la Cour constitutionnelle, l'attaque contre la liberté, la pluralité de la presse, l'affaiblissement de l'indépendance de la justice. C'est clair, c'est net, il s'en est pris à l'état de droit en Hongrie et il continue de poursuivre dans cette voie pour asseoir justement ce pouvoir 15 ans maintenant après qu'il ait repris ce pouvoir en 2010 en Hongrie. C'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'il a même théorisé ce que c'était qu'une démocratie illibérale. Et aujourd'hui, il se pose, vous l'avez dit aussi, en tête de pont aussi d'autres acteurs politiques. Il essaye d'être le plus fidèle soutien de Donald Trump. Et en Europe, il essaye de faire des émules et de construire en fait un mouvement d'extrême droite qui emprunte quand même, donc pour revenir sur ce que vous disiez, Frédéric Petit, un peu à l'idéologie suprémaciste qu'on retrouve chez Poutine. Donc il y a pas de poutinisation au sens strict, comme vous l'avez très bien rappelé, mais on retrouve cette idée où on oppose, donc dans le populisme c'est très classique, on oppose un peuple fantasmé, contre des élites nécessairement corrompues. Et là, le peuple fantasmé, il exclut énormément de gens. Donc il y a un certain nombre de minorités qui sont exclues. Il a proclamé que la Hongrie était chrétienne, alors que peu de gens ont une religiosité en Hongrie et ils ne sont pas tous chrétiens. Ensuite, il y a le démantèlement
de l'état de droit de manière très très systématique depuis 2010. Puis ce concept de démocratie libérale, vous l'avez cité, on peut peut-être expliciter de quoi il s'agit dans son esprit en tout cas. Alors lui, il l'a vraiment théorisé en expliquant que c'était une remise en cause de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, une prise de contrôle des médias et une restriction de l'espace civique. L'espace civique, c'est syndicats et associations. Et quand tout ça est mis en système, il y a une captation du pouvoir, il y a une kleptocratie qui s'instaure, et donc on a une corruption galopante, on a des libertés étouffées, et surtout il y a énormément... Une oligarchie aussi qui s'est mise en place, on l'a vu dans ce film. Voilà. Et ce film, justement, explique très très bien les étapes et la rapidité avec laquelle on détruit l'état de droit. C'est beaucoup plus compliqué de reconstruire les fondements de l'état de droit que de le détruire. Il suffit d'avoir un excellent rhéteur bien financé, très organisé et qui est d'un certain cuir quand même. Vous l'avez rappelé, il est très, très intelligent et il sait mettre en avant son origine sociale, il sait faire du clientélisme de manière très efficace avec beaucoup d'argent de l'Union européenne. C'est ce que nous allons y revenir, évidemment. Montre. Oui, je voulais juste reprendre cette idée d'antidémocrate ou de démocratie libérale. Oui. Je crois que vraiment... Démocratie illibérale. Démocratie illibérale. Je crois vraiment qu'il faut qu'on sorte de l'idée que la démocratie, c'est une collection de trucs, c'est une collection de principes. La démocratie, ça avait été théorisé par Marc Sangnier il y a 100 ans. Tout le monde a une MJC Marc Sangnier chez soi, mais plus personne ne sait qui c'était. Qui disait, la démocratie, c'est le plus haut degré de conscience et de responsabilité des citoyens. C'est-à-dire de conscience, c'est-à-dire il faut dire la vérité, et de responsabilité, c'est-à-dire il faut qu'ils continuent à agir entre les élections. Et ça, c'est la vraie attaque. C'est pour ça que je dis que la vraie attaque, c'est la destruction des corps intermédiaires, la destruction des syndicats, la destruction de la presse libre, et au nom de quelque chose qui ne fait pas une nation, un groupe de citoyens, mais qui fait de la nation quelque chose qui est donné par Dieu, comme certains, qui est donné par le sang, qui est donné par des choses qui n'ont rien à voir avec la citoyenneté. Et c'est en ça qu'il détruit la démocratie. Alors, cette remise en cause de l'état de droit, des valeurs démocratiques aujourd'hui en Hongrie, jusqu'où les Hongrois sont-ils prêts à l'accepter ? Ça fait 15 ans que ça dure, c'est assez progressif, mais enfin tous les signes sont là, ça vient d'être répété à l'instant, et ce documentaire nous l'indique aussi. Jusqu'à où le peuple hongrois aujourd'hui, dans sa majorité, est prêt à accepter cette remise en cause de la démocratie dans leur pays? Avant de répondre à cette question, peut-être un élément sur le libéralisme, un élément de contexte. Donc cette théorie qui est empruntée d'un politiste américain, Orban l'a mobilisée seulement une fois en 2014. Elle est assez gazeuse en fait, cette théorisation d'Orban autour de l'illibéralisme. Il y a vraiment une volonté effectivement de stigmatiser l'adversaire et l'opposant. C'est une stratégie qu'il a déployée depuis de longue date. C'est-à-dire que pour remobiliser sa base, en fait, il lui faut une figure repoussoire. Ça a été la gauche, ça a été les migrants, ça a été l'Union européenne, bref. Pour en revenir maintenant au peuple hongrois en tant que tel, ce qu'il faut bien voir, c'est que la démocratie hongroise est une démocratie jeune, que Orban a contribué tout de même à éteindre une grande partie des possibilités d'expression via la presse et les médias, que les élections, même si elles sont libres, le système électoral a quand même été retouché pour favoriser le Fidesz. Et puis Orban est aussi l'héritier d'un système qui, dans les années 90-2000, n'était pas non plus très vertueux. Et donc, effectivement, on a une société hongroise qui apparaît un peu atone, plus que dans d'autres pays de la région. Et on voit qu'effectivement, l'opposition se concentre essentiellement à Budapest et dans les grandes villes. Mais dans le reste du pays, on a une population qui, effectivement, est constituée de l'électorat d'Orban, les classes moyennes, les professions libérales, les artisans, les commerçants, alors que, effectivement, pour schématiser, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu la réalité, les jeunes étudiants sont partis, et puis on a aussi affaire à un pays qui est quand même très vieillissant, vous l'avez rappelé dans votre introduction. Vous faites le même constat. Est-ce qu'on a un peu classiquement une société hongroise mais pire que ça, plutôt urbaine qui est plutôt libérale et anti-Orban et un témoignage dont on parle une Hongrie plus rurale? Quand vous circulez en période de campagne, et même hors période de campagne en Hongrie, ce qui m'arrive, moi j'ai même été chef d'entreprise en Hongrie, dans une petite ville qui s'appelle Hódmezővásárhely, c'est le seul nom que je sais dire en hongrois, rassurez-vous. Vous le dites très bien. Mais il y a une campagne électorale qui est différenciée. C'est-à-dire qu'il y a des affiches 4x3 dans les petits villages
qui disent « l'Union européenne veut faire changer de sexe vos enfants », que vous ne verrez jamais à Budapest. Parce qu'on sait très bien qu'à Budapest, ça fera un scandale. Mais elle existe. Et quand vous dites, je ne crois pas qu'on le voit très bien dans le documentaire, c'est pas que la société accepte, c'est qu'à un moment, elle désespère. On a vu plusieurs témoignages. Moi, je me rappelle ce témoignage d'une élue d'une petite ville qui était démocrate, qui était venue là parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. C'était une femme qui avait pris ses responsabilités pour gérer sa ville, bien avant qu'Orban arrive, et qui avait été démontée, qui était désespérée, qui savait qu'elle allait perdre la prochaine fois. Et bon, elle était au Parti démocrate européen, c'est comme ça que je la connaissais, que je l'avais rencontrée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, je te sape constamment parce que je sais que je vais désinformer et personne ne va pouvoir en parler parce que dans ta petite ville, on va pas venir, l'Europe va pas venir te défendre dans ta petite ville si ce qui se passe à Budapest est à peu près cadré. Voilà, donc cette différence-là, je ne fais pas ma campagne de la même manière, y compris dans mes affiches 4x3, dans une petite ville de la campagne qu'à Budapest, c'est terrible quand on y réfléchit, comme manipulation. Qu'a fait l'UE face à ce détricotage du droit des droits démocratiques en Hongrie? Alors, non, l'Union européenne, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait, c'est juste qu'elle a mis énormément de temps avant de s'atteler au problème. Il a fallu attendre 2018 pour que le premier levier soit activé. Il y a 3 leviers en quelque sorte. Le premier, c'est la procédure de sanction. Donc c'est l'article 7, on dit que c'est la fameux article 7 nucléaire, voilà, l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui prévoit qu'on peut retirer les droits de vote à un parti qui viole de manière flagrante, grave, persistante, l'état de droit et les valeurs démocratiques que sont la liberté, l'égalité, le respect des minorités, enfin toutes ces valeurs-là qui fondent en fait le socle de la construction européenne et de chacun des États qui l'ont rejoint. Cet article a été donc mobilisé, la procédure a été enclenchée en 2018 à la demande des parlementaires. 2 tiers des députés du Parlement européen qui étaient favorables. Donc, le problème de cette procédure, c'est qu'il faut l'unanimité, moins le pays concerné, pour pouvoir l'adopter, donc pour pouvoir adopter cette fonction politique qui est de retirer le droit de vote à l'État concerné. Donc là, elle est toujours en cours. Donc ça, c'est assez décevant, puisqu'il y a la crainte que Meloni, encore l'italienne, ou Robert Fico, donc de la Slovaquie, fassent obstacle, et ce sera un échec politique pour l'Union européenne. J'ai lu qu'aujourd'hui, 18 milliards d'euros seraient gelés aujourd'hui concernant la Hongrie. C'est exact? C'est vrai depuis quand ça? Ça, c'est le deuxième levier. Donc, depuis 2020, l'Union européenne a assorti un certain nombre de financements d'une conditionnalité de respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit. Et en 2022, juste après la réélection de Viktor Orban, cette procédure a été enclenchée. Et aujourd'hui, les fonds sont gelés. Donc, il y a les fonds au titre du plan de cohésion des territoires et puis il y a le plan de relance post-Covid. Et donc, on évalue entre 18 et 20 milliards. Il y a quelques fonds qui doivent passer parce que c'est automatique, mais sinon, il y a à peu près 20 milliards d'euros qui ont été gelés et qui limitent la possibilité de clientélisme que fait Viktor Orban en utilisant cet argent pour pouvoir s'acheter des votes. Et puis, la troisième procédure, c'est l'activation des procédures d'infraction. Et là, il y a eu beaucoup de condamnations et de procédures en cours. C'est la Commission qui fait un dossier devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça fonctionne bien. Il y a même eu des sanctions, des condamnations avec astreinte, assorties d'astreinte pour pouvoir se mettre à respecter les valeurs de l'Union. Alors, 18 ou 20 milliards d'euros qui seraient gelés aujourd'hui du côté de l'Union européenne concernant la Hongrie. Est-ce que ça remet un tant soit peu en cause la ligne politique qu'essaye de mettre en place Viktor Orban et a déjà mis en place Viktor Orban dans son pays? Est-ce que ça va faire changer ce rapport de force entre l'Union européenne et la Hongrie? Moi, je pense que ce qui va changer, c'est une analyse très économique, parce qu'il y a un autre outil dont on parle peu, c'est que de toute façon, quand l'Union européenne, depuis 2010 et même depuis 2004, et même avant avec les autres fonds, quand l'Union européenne donne de l'argent, elle vérifie ce qu'on en fait. Et ça, c'est une procédure technique, économique. Moi, quand je travaillais en Hongrie, mes collègues me disaient « ça, on n'y va pas, chef ». Parce que là, on sait que c'est pourri, on sait que c'est corrompu. Donc, on ne va pas sur ce marché-là, c'est pas la peine d'y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir en boomerang et qui commence à revenir en boomerang chez Orban aujourd'hui, parce que ça bloque des crédits, pas uniquement des crédits pas parce que l'Europe c'est méchant, mais parce que les crédits sont mal utilisés. Et aujourd'hui, la Roumanie est en train de dépasser la Hongrie en termes d'efficacité, voilà, sans parler de la Pologne qui a été quelque chose d'idéal, même s'ils ont des accords politiques. C'est-à-dire que
Orban va devoir s'expliquer devant ses concitoyens de manière de plus en plus directe, pourquoi chez nous ça ne marche pas, pourquoi chez nous il n'y a toujours pas tel service public qui ne marche pas, pourquoi nos bâtiments ne sont pas aussi bien rénovés, pourquoi nos églises ne sont pas rénovées alors qu'elles sont rénovées en Pologne et qu'elles sont rénovées en Roumanie, parce que l'Union européenne rénove les églises, quoi qu'il en dise. Donc ça, c'est des choses, évidemment, quand on rénove une église en Hongrie, ça tombe dans les poches du père d'Orban, comme c'est démontré. Donc évidemment, on peut rénover moins d'églises avec l'argent européen quand on le détourne. Et cette analyse-là, très simple, très directe, qui est connue de tout le monde, il y a beaucoup d'entreprises françaises en Hongrie, eh bien ça, c'est quelque chose qui commence à lui revenir en boomerang, et c'est pour ça aussi qu'il s'angoisse aujourd'hui, parce que le niveau de ce qu'il a fait, son niveau de gestionnaire d'un pays pourtant un peu gâté des dieux, c'était un pays qui était en plein boom au départ, ils ont quand même un hinterland de l'industrie automobile allemande qui est énorme à Geur, eh bien ça, c'est quelque chose dont il va devoir se justifier en face de son peuple, et il aura de plus en plus de mal. Et c'est d'ailleurs, excusez-moi, c'est d'ailleurs ce que lui reproche Magyar aujourd'hui. C'est pour ça que Magyar ne l'attaque pas sur les valeurs démocratiques. Là, vous parlez de Peter Magyar. Peter Magyar, l'opposant qui est en train de monter. Qui est le principal opposant. Voilà. Qui n'est pas celui qu'on voit dans le film, d'ailleurs. On va y revenir juste après. Non, et Magyar, qui est un ancien du Fidesz, l'attaque sur le fait qu'il a mal utilisé ce qu'ils avaient fait ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait de ces fonds européens? Qu'a-t-il construit en Hongrie grâce à ces fonds européens, tout en critiquant ouvertement l'Union européenne, ses valeurs C'est sûr que les fonds européens, c'est plusieurs points de PIB en Hongrie. Il y a encore quelques années, effectivement, quand on se promenait un petit peu dans Budapest ou autour, dans les villes et les villages, on avait des panneaux partout qui indiquaient à quel niveau de financement l'Union européenne avait contribué pour tel ou tel équipement public. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, ça va être plus compliqué pour Orban. Et puis, au-delà de ça, il est aussi confronté à une situation économique difficile et complexe. Et il a notamment mené une politique fiscale très favorable à sa base électorale, et notamment aux familles nombreuses qu'il veut promouvoir. On l'a vu dans le film, ça, à l'occasion des dernières législatives notamment. Et ça coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent, dans un contexte de très forte inflation. Et ça ne peut pas être de l'argent européen. Ça ne peut pas être de l'argent européen, mais c'est quand même de l'argent qui manquera quelque part à un moment donné au budget de l'État hongrois. Et de fait, il est aujourd'hui effectivement dans une situation difficile. Et c'est sans doute ce qui explique, mais on en dira un mot tout à l'heure, que les élections qui s'annoncent pour 2026 se présentent dans des conditions peut-être les plus difficiles qu'il ait jamais eu à affronter. Autrement dit, fermer le robinet en gelant ses crédits, c'est aujourd'hui quelque chose qui va peser très lourd pour la suite en Hongrie? C'est le levier qui marche. Mme Fourcade a évoqué effectivement les deux autres leviers qui sont les sanctions politiques et les sanctions, on va dire, juridiques. Les sanctions économiques sont quand même celles qui ont le plus de résultats jusqu'ici, en tout cas qui exercent le niveau de pression le plus important sur le pays et sur Orban en lui-même. Et qui sont difficilement récupérables en termes politiques. C'est-à-dire il peut dire c'est des injustes, c'est injuste qu'on me fait subir politiquement ou juridiquement. Sur l'argent, c'est qu'il est incapable. Enfin, c'est qu'il a marqué ses limites de gestion ou qu'il a volé. Oui. Gelé, c'est gelé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Autrement dit, celui ou celle qui pourrait succéder à Viktor Orban, on va en parler dans un instant, pourrait obtenir ces fameux 18 ou 20 milliards qui sont gelés pour l'instant concernant le pouvoir exercé par Viktor Orban. Je crois qu'il y a quand même déjà des fonds qui sont complètement perdus. On sait qu'on évalue à peu près un peu plus d'1 milliard sur 2024 qui sont perdus. Ce ne sera pas récupérable. Les procédures de gel sont encore un peu récentes et on n'a pas encore assez de profondeur de champ pour savoir comment ça va fonctionner. On essuie les plâtres un peu de ce point de vue-là du côté de l'Union européenne. Parce qu'il pousse toujours sa rhétorique plus loin. Et moi, je suis quand même un peu inquiète par rapport à sa capacité à adopter un narratif politique, donc de faire mettre en récit, avec un cadrage. On voit bien l'histoire de la poutinisation. On voit bien que le Fidesz est très proche de la Russie de Poutine. Et il dit, non mais en fait, moi, je suis pour la paix. Il ne dit pas la guerre que mène donc à nos frontières avec l'Ukraine est une guerre injuste d'agression. Il dit juste, moi, je ne veux pas laisser entraîner dans la guerre, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Là, c'est pareil avec sa loi sur les agents de l'étranger. Il reprend la loi de Poutine que vous avez rappelé tout à l'heure, de 2012, et il l'appelle donc avec un registre des organisations. Ça étouffe en fait toute possibilité de contestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement public pour les associations, la presse libre, etc. Donc,
ce sont les citoyens hongrois qui vivent à l'étranger, qui envoient de l'argent, les fondations, par exemple la fondation Soros, qui est le diable incarné pour Orban, et puis il y a l'Union européenne, et puis d'autres grandes structures qui peuvent financer ces associations, cette presse libre, etc. Il cadenasse tout. Il a fait un repatouillage électoral, il a détruit la presse libre, et maintenant il est en train d'empêcher même les organisations qui ne sont pas structurées, c'est-à-dire que même les mouvements, parce qu'en fait, les défenseurs des libertés sont toujours très ingénieux. Ils arrivent à trouver les endroits où pouvoir mettre à l'agenda politique un sujet qui leur est cher. C'est comme ça que même des hashtags peuvent fonctionner. Sauf qu'il arrive vraiment à tout verrouiller. Et donc, c'est une captation, en fait, du citoyen dans son filet où, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, il ne fait pas confiance à son peuple pour le réélire, ça c'est clair, et donc il est en train de s'entourer de toutes les voies et manières pour pouvoir rester au pouvoir, même s'il est très impopulaire. Le véritable leader de l'opposition hongroise s'appelle Peter Magyar. Les choses vont vite aussi du côté de l'opposition. Il faudra incarner cette opposition. Est-ce que Peter Magyar est l'homme de la situation? A-t-il les atouts en main pour être aujourd'hui une alternance politique crédible du côté de la Hongrie? C'est vrai que Péter Márki-Zay partait avec tous les avantages, puisqu'il avait réussi à coaliser à l'issue d'une primaire inédite dans le pays, toutes les forces d'opposition à Orban, de la droite à la gauche. Et pourtant, lors des dernières élections législatives, le Fidesz n'a jamais fait un aussi bon score. Ça s'explique parce qu'en fait, dans cette coalition, il y avait aussi le Jobbik, l'ancien parti d'extrême droite, qui avait été contraint de se recentrer sous l'effet de la poussée vers son extrême droite, justement, de Viktor Orban. Et le résultat n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, on a effectivement ce jeune opposant... Oui, 44 ans. Oui. Lui aussi plutôt centre-droit, si on comprend bien. Qui vient du Fidesz, qui connaît le Fidesz de l'intérieur. Bien sûr, et qui, effectivement, aujourd'hui, un constat qu'on peut faire, c'est que la gauche n'existe plus en Hongrie, dans le paysage politique. C'est un combat qui se joue à droite. Et effectivement, Péter Márki-Zay se démarque d'Orban sur plutôt l'exercice du pouvoir, sur le rapport à l'Union européenne, que sur le fond du programme on pourrait dire sociétal qui est celui d'Orban. Oui, Frédéric Petit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur ce leadership exercé aujourd'hui par ce Peter Magyar. Je suis, alors là, moi je suis sur le terrain dans ma circonscription, je connais bien la Pologne. Voilà, on a dit un jour la droite la plus bête du monde. Je trouve que les oppositions parfois sont les plus bêtes du monde dans les pays où je suis parce qu'elles sont extrêmement explosées. Elles sont extrêmement parcellisées, c'est vrai en Pologne. C'est pour ça que le parti d'opposition s'appelle Plateforme. Ils étaient 27 partis issus de Solidarność dans les années 90. Donc effectivement, on a cette espèce de syndrome de dire que non, on est dans l'opposition, mais moi je suis pas comme toi, moi je pense que ceci, je pense que cela, et à avoir des choses qui sont fragmentées, non seulement politiquement entre droite et gauche. Moi je suis au Modem, donc droite et gauche ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, surtout dans ces pays-là, mais en plus géographiquement. C'est-à-dire qu'on a aussi des choses qui sont géographiques, avec les Roms à l'Est, avec la minorité hongroise en Roumanie qui vote, etc. Donc on en revient à ces fameuses minorités hongroises que vous évoquiez au début. On a quelque chose en face de quelqu'un qui a une machine de guerre. Voilà, on a 150 vélos pour concurrencer un bulldozer, quoi. Donc, alors, on peut chercher la figure entraînante, ce qui s'est passé dans certains pays. Je crois que là, c'est plus intéressant parce que c'est plus prometteur, parce qu'il est du sérail, parce que c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur et qui l'attaque, comme on l'a dit, qui l'attaque sur les échecs objectifs du Fidesz. Objectif, échec économique, échec de l'évolution de la société. Vous savez, quand les jeunes commencent à partir, autrement dit, la société ne le pardonne pas. Est-ce qu'il dénonce les pratiques qui ont eu lieu à la tête du pouvoir par Viktor Orban et le Fidesz aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous entendez par pratique. Il faut quand même faire attention et se retourner dans la rue. Celle qu'on a évoquée au début de cette émission. Je ne sais pas s'il va aller jusque-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Orban est en face d'une société qui va commencer à ne pas lui pardonner des choses très concrètes. On a parlé du développement économique, l'exode des jeunes, c'est quelque chose, moi je le vois dans les pays des Balkans, l'exode des jeunes, c'est quelque chose qui fait mal à la société, qui ne l'accepte pas.
et qui va lui dire un jour, mais pourquoi tu fais des grandes phrases, mais mes enfants, eh ben, ils partent en France ou ils partent en Allemagne, ils ne veulent plus rester ici, alors qu'il y a du travail à tel endroit, alors qu'ils ont fait des bonnes études. Et ça, c'est quelque chose, il va falloir qu'ils répondent à ça. Parce que c'est ça que Magare lui reproche. C'est cette absence, ce remplacement d'un avenir par la gestion, la réécriture du passé. Voilà. Il n'a pas de vision. Il a une réécriture du passé. À un moment, une société, elle n'y arrive plus. Hein. Et c'est une société profondément européenne et profondément riche, la société hongroise. Alors jusqu'où ira Viktor Orban? Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Hongrie, certains craignent que cette fameuse loi sur la transparence permette peut-être d'interdire ce parti politique que mène aujourd'hui ce nouveau leader de l'opposition. Ça pourrait aller jusque-là. On n'a jamais interdit un parti politique en Hongrie, je crois, depuis la chute du mur. Mais demain, est-ce que ça ne pourrait pas être le cas? C'est en tout cas une inquiétude qui semble monter aujourd'hui en Hongrie. Peut-être un avis là-dessus? Ce serait assez... Si on pousse la logique jusqu'au bout de cette fameuse loi sur la transparence. Ce serait assez inédit, effectivement. Ce serait sûrement très très mal vécu par la population. Et on voit aussi qu'un des problèmes d'Orban, c'est qu'il a aussi bâti sa popularité sur le fait qu'il venait pas du sérail, hein, qu'il n'était pas comme ces élites corrompues. Sauf que ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, sans discontinuer, et que c'est difficile d'être parti anti-système quand vous avez comme ça dominer la scène politique à ce point, avec autant d'impact et puis autant de malversations qui commencent à être quand même connues. On parle de kleptocratie hein, quand on parle de la Hongrie. C'est quand même pas un mot qu'on utilise pour beaucoup de pays dans le monde ou de démocratie dans le monde. Le dernier mot, il est pour vous, mais vraiment très 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 peu de temps. Très court, eh bien, en quelques mots, effectivement, aujourd'hui la démocratie hongroise, c'est une démocratie dysfonctionnelle. On n'a pas encore basculé dans autre chose. C'est faire un peu de politique fiction que de se l'imaginer, mais à la limite, tout peut arriver. Hein. Le parti de Magyar Tissa est effectivement en bonne voie pour remporter l'élection 2026. C'est un peu l'élection de la dernière chance. Et s'il n'y a pas de bascule à ce moment-là, effectivement, on s'acheminera vers un avenir encore peut-être plus sombre que celui pour la Hongrie, qui est en cours aujourd'hui. 2026, prochaine échéance électorale avec élection générale en Hongrie. Évidemment, tous les regards sont scrutés hein, pour savoir si, oui ou non, Viktor Orban restera à la tête à nouveau de ce parti. Il a 62 ans aujourd'hui, Viktor Orban. Et il est financé par l'Union européenne, lui. Il faudra qu'il se déclare. Puisque son parti fait partie d'un parti européen qui, donc, il reçoit des financements étrangers. Grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission des Badoc aujourd'hui pour parler de la Hongrie, de sa situation politique et de la politique menée par Viktor Orban depuis maintenant 15 ans à la tête du pouvoir du côté Magyar. Merci aussi à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera bien entendu sur cette adresse, #DesBadoc. Et puis je vous donne quant à moi rendez-vous pour un prochain débat doc, même place, même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.